Voilà, donc on va voir un nouveau thème, le thème 8, quelle est l'efficacité de l'intervention sociale de l'État? Donc dans ce grand thème sur l'efficacité de l'intervention sociale de l'État, on verra 3 chapitres. Premier chapitre, les domaines d'intervention de l'État, donc où l'État intervient-il? Deuxième chapitre, ce sera sur l'efficacité des politiques sociales que met en place l'État. Et un dernier chapitre sur l'économie sociale et solidaire. Donc nous voici dans un nouveau thème qui traite de l'efficacité de l'intervention sociale de l'État. Premier chapitre. Alors, pourquoi l'État intervient-il au niveau social? Alors vous savez bien que le capitalisme, le marché, ignore tout ce qui est justice sociale, et donc on va voir que l'État doit intervenir pour rectifier un certain nombre d'inégalités. Première chose, un objectif de justice sociale. Alors, qu'est-ce que la justice sociale? La justice sociale, elle a pour objectif une distribution équitable des ressources matérielles entre les citoyens. Donc, c'est un objectif qui relève de l'État, qui veut réduire certaines inégalités selon un certain nombre de principes que vous connaissez déjà. Le principe de l'égalité des droits, c'est-à-dire que tous ont accès aux mêmes services, et le principe de l'équité des droits, c'est-à-dire qu'il y a une même justice, un même traitement pour tous. Donc à la fois tout le monde peut avoir accès aux mêmes services, par exemple un hôpital public, et quand on est dans l'hôpital, tous peuvent avoir un même traitement, une même équité des droits par rapport au traitement. Donc, justice sociale, premier objectif, domaine de l'intervention de l'État. Redistribution équitable des ressources matérielles entre les citoyens. Comment on va atteindre cet objectif? Alors, il y a donc le prélèvement d'impôts et des cotisations sociales, donc on l'a déjà vu, et cette manne financière, ce prélèvement d'impôts et de cotisations sociales, va permettre de verser ce que l'on appelle le versement de prestations sociales. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle des transferts sociaux qui vont permettre de modifier la répartition des richesses dans le sens d'une plus grande équité, égalité, et donc de justice sociale. Donc, prélèvement d'impôts, cotisations sociales, vont permettre le versement de prestations sociales. Vous savez que les prélèvements d'impôts et les cotisations sociales se font sur les rémunérations, cotisations salariales des salariés et cotisations patronales. Le prélèvement d'impôts passera notamment par la CSG, la contribution sociale généralisée, ou les impôts sur le revenu, pour permettre ensuite de reverser un certain nombre de prestations sociales à ceux qui en ont besoin. On va appeler ça les transferts sociaux. Alors, plus de justice sociale, voilà. Deuxièmement, la réduction des inégalités. Alors, il y a les inégalités dont on va parler qui sont économiques et les inégalités sociales. Alors, les inégalités économiques sont les inégalités de revenus et les inégalités de patrimoine. Les inégalités sociales sont des inégalités de type scolaire, des inégalités devant les risques sociaux, c'est-à-dire la maladie, c'est un risque, la vieillesse, la retraite, le chômage. Donc inégalité scolaire, deux élèves issus de milieux sociaux différents ne suivront pas les mêmes études, n'obtiendront pas des diplômes équivalents, donc on parle d'inégalité, mais aussi inégalité devant les risques sociaux. Si je suis malade, j'ai plus de risques de ne pas avoir un emploi, etc. Ce que l'on constate, c'est que les inégalités économiques, de revenus et de patrimoine, s'accompagnent souvent d'inégalités sociales, et que les inégalités sociales, elles aggravent encore plus les inégalités économiques. Parlons un peu des inégalités de revenus. Les femmes ne touchent que 81% du salaire des hommes. Selon les catégories socio-professionnelles, les inégalités hommes-femmes sont différentes. Chez les cadres, par exemple, les salaires de femmes ne représentent que 79% de ceux des hommes. Donc voilà, inégalité, réduction des inégalités de deux types, inégalité économique et sociale, avec une inégalité de revenus en particulier entre hommes et femmes. Alors les inégalités existent, mais elles sont un peu moins fortes dans la catégorie des professions intermédiaires, puisque le rapport des salaires hommes-femmes n'est que de 86%.
et des ouvriers, le rapport homme-femme n'est que de 83%. Et le plus important, c'est entre un cadre femme et un cadre homme, il y a une grosse inégalité de revenus. La pauvreté maintenant et l'exclusion sociale. Alors on va essayer de voir qu'est-ce que la pauvreté. Alors la pauvreté, qu'est-ce que c'est? En France et en Europe, une personne est considérée comme pauvre lorsqu'elle vit dans un ménage dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté. Alors qu'est-ce que c'est que le seuil de pauvreté? Le seuil de pauvreté, il correspond à 60% du revenu médian. Alors on va voir ce que c'est que le revenu médian. Un revenu médian, c'est un revenu pour lequel il y a autant de salariés qui touchent un salaire supérieur à ce salaire médian que de salariés qui touchent un salaire inférieur à ce salaire médian. Donc le salaire médian en France en 2016 net était de 1772 €. Donc ça, c'était le salaire médian, c'est-à-dire qu'il y avait autant de personnes qui gagnaient autant, plus que 1772 € que de personnes qui gagnaient moins de 1772 €. Voilà pour le salaire médian. Et si nous prenons 60% de ce salaire médian, eh bien, nous arrivons à 1063 €. On fait 60% fois 1772. On obtient 1063 €. On va considérer qu'une personne est pauvre si elle gagne moins que 1063 € net par mois par rapport à ces 60% du revenu médian. Voilà. Donc, revenu mensuel de 1063 €. On estime en France en 2016 que vous étiez considéré comme une personne pauvre. Alors, comment a évolué la pauvreté en France? De 1970 à 1985, on constate une diminution de la pauvreté importante. Puis, de 85 à 90, on constate à nouveau un accroissement jusque dans les années 90. Entre 2004 et 2014, le nombre de personnes pauvres a fortement augmenté. Donc vous savez qu'il y a eu la crise de 2008. 8,77 millions de personnes sont considérées pauvres en France. Le taux de pauvreté représente 14% de la population. Et on peut dire que pendant cette période-là, le nombre de personnes pauvres à 60%, au seuil de 60%, a progressé d'environ 1,2 million. Voilà quelques chiffres sur la pauvreté en France. Alors, comment l'État, maintenant, va corriger certaines inégalités? Donc, on a vu la pauvreté et l'exclusion, on a vu les inégalités, l'objectif de justice sociale. Grand 2, comment l'État corrige-t-il certaines inégalités? Alors, tout d'abord, la protection sociale. Les mécanismes de la protection sociale. Grand 1. La protection sociale, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des institutions, sécurité sociale et mutuelle, et tous les mécanismes de prévoyance collective pour faire face aux risques sociaux. Voilà, la protection sociale, c'est un ensemble d'institutions, sécurité sociale et mutuelle, qui vont chercher à faire face aux risques sociaux. Alors, qu'est-ce que les risques sociaux? Ce sont les situations qui entraînent soit une baisse des revenus, soit une augmentation des dépenses. Donc, une baisse des revenus, on pensera au chômage, bien entendu. Une augmentation des dépenses peut être liée à la vieillesse, la maladie, l'invalidité, le chômage aussi. Donc voilà les mécanismes de la protection sociale, un ensemble d'institutions pour gérer les risques sociaux. Il y a deux logiques fondamentales de la protection sociale. La première logique, c'est une logique d'assurance sociale. Quelle est cette logique? C'est se prémunir contre un risque de perte de revenus, risques sociaux. Donc la première logique de l'assurance sociale, c'est se prémunir contre un risque social. Par exemple, je tombe au chômage, je suis malade, etc. Le financement va être assuré par le versement de prestations sociales. Ces prestations sociales viennent des cotisations sociales. Donc le financement des assurés sociaux sera réalisé par le versement de cotisations qui permettront de recevoir des prestations si donc certains événements se produisent. La deuxième logique, c'est une logique cette fois d'assistance sociale. L'objectif
sera d'assurer une solidarité entre les individus pour lutter contre les formes de pauvreté. Le financement s'effectue par l'impôt sans que des cotisations préalables soient versées. Donc pour les personnes, par exemple, on va penser au RSA. Eh bien, au RSA, vous ne cotisez à rien, vous n'avez pas cotisé en tant que salarié. Eh bien, vous êtes dans une logique d'assistance sociale. Par solidarité entre les individus, on va vous verser un revenu social solidaire. Alors, deuxièmement, toujours dans la protection sociale, par exemple, deuxièmement, comment on organise cette protection sociale? Alors, la sécurité sociale permet de couvrir, c'est la couverture de base pour les risques sociaux. Il existe des régimes complémentaires qui vont venir en complément de la sécurité sociale qui ne remboursent pas tout. Les mutuelles santé, qui sont des couvertures supplémentaires à la sécurité sociale. Ces mutuelles santé sont obligatoires ou facultatives. La sécurité sociale est obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de cotiser à une complémentaire santé qui s'appellera une mutuelle santé. L'UNEDIC, c'est le régime d'assurance sociale. Et les aides sociales qui sont des soutiens aux plus démunis. Donc vous avez le régime de base qui est la sécurité sociale, vous avez un certain nombre de régimes complémentaires qui vont venir en complément de la sécurité sociale pour les risques sociaux, mutuelle santé, UNEDIC, aide sociale. L'aide sociale, elle relève de l'État ou des départements. Alors le problème de la protection sociale, vous le savez très bien, ce sont les problèmes de financement. La protection sociale connaît de graves problèmes de financement. Alors, elle est financée à nouveau par les cotisations sociales qui sont assises sur les salaires. Donc, elles sont assises sur les salaires. En fonction de votre salaire, vous allez payer, c'est un pourcentage de votre salaire, des cotisations sociales, vieillesse, maladie, veuvage, chômage, etc. Et puis, vous allez avoir aussi un impôt qui est connu, qui s'appelle la CSG, la contribution sociale généralisée. Si le nombre de cotisants baisse, eh bien, les recettes de la sécurité sociale vont baisser. Pour que la sécurité sociale puisse récupérer de l'argent, des recettes, pour pouvoir les redistribuer, il faut qu'il y ait des cotisants qui cotisent à la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui travaillent pour qu'on puisse prendre des cotisations sociales sur leur salaire ou qu'on puisse prendre de l'impôt, de la CSG sur le salaire. Alors, sachant que la CSG est généralisée, on paye aussi de la CSG sur les revenus du patrimoine. Donc vous voyez que les recettes sont dépendantes du cycle économique conjoncturel. Si on est en période de crise, moins de cotisants, baisse des recettes de la sécurité sociale. Alors, le traitement social du chômage. Donc, nous avons vu donc la protection sociale, comment elle fonctionne et son financement. Maintenant, nous allons voir le traitement social du chômage. Donc, il y a premièrement les régimes d'indemnisation dans une logique d'assurance, un financement donc salarié-employeur qui verse des cotisations pour les travailleurs qui sont privés d'emploi. Et une logique d'assistance où nous avons de la solidarité, un financement solidaire, les allocations sont versées par l'État, même à ceux qui n'ont pas versé de cotisation. Ça, c'est les régimes d'indemnisation. Ensuite, l'indemnisation du chômage en France, comment il se passe? Il connaît, comme l'ensemble de la protection sociale, des graves problèmes de financement. À partir de 2008, vous savez que la conjoncture économique, c'est-à-dire la situation économique, s'est fortement dégradée, d'où une augmentation des demandeurs d'emploi qui vont être indemnisés à partir de 2009. Des dépenses donc, qui sont en hausse et des recettes qui, elles, stagnent ou sont en baisse et donc ont entraîné une détérioration du financement de l'assurance chômage. Donc vous voyez, les recettes baissent puisqu'il y a de moins en moins de cotisants, les dépenses augmentent parce qu'il y a de plus en plus de demandeurs d'emploi. Eh bien la somme, si je baisse mes recettes et j'augmente mes dépenses, eh bien tout simplement je vais avoir une détérioration du financement de l'assurance chômage. Le traitement social du chômage représentait 2,4% du PIB, soit 51 milliards d'euros en 2013. Voilà, donc ce chapitre est terminé. Nous avons vu dans un grand 1 pourquoi l'État intervient au niveau social, puis dans un grand 2 comment l'État corrige certaines inégalités. Vous pouvez maintenant regarder à nouveau votre cours,
et le prendre pour pouvoir répondre comme d'habitude au petit quiz de connaissances.